C'est le département le plus boisé de France avec la plus grande forêt artificielle en Europe qui couvre plus d'1 million d'hectares. Alors, forcément, lorsque l'automne arrive dans les Landes, les paysages changent totalement et prennent ces couleurs si identifiables. Cette saison, entre l'été et l'hiver, n'est pas vécue ici comme une parenthèse sans intérêt, bien au contraire, et vous allez le découvrir. Nous irons tout d'abord à la réserve d'Arjuzan où arrivent à cette période des dizaines de milliers d'oiseaux migrateurs, notamment les grues cendrées. Nous nous rendrons ensuite au domaine d'Ognoas, situé dans la zone de production de l'Armagnac. On y attend avec impatience ce moment où l'on allume l'alambic pour distiller la précieuse eau de vie. Enfin, nous irons à la rencontre de Jean Barrère, un personnage haut en couleur, 100% gascon, agriculteur, conteur, qui a hérité de ses ancêtres l'art de vivre au rythme des saisons. Cap sur les Landes, un automne plein de vie. C'est l'un de ces matins d'automne que les gardes de la réserve d'Arjuzan attendent avec impatience et excitation. Un rendez-vous avec de jolies demoiselles qui font halte ici dans les Landes lors de leur migration. Avec toujours une inconnue, combien sont-elles aujourd'hui ? Xavier, qu'est-ce que c'est impressionnant, non pas visuellement, parce qu'avec le brouillard on ne voit rien, mais ce son d'une puissance incroyable, qu'est-ce qu'il raconte ce son ? Il raconte que les grues sont arrivées cette nuit en migration. C'est des oiseaux qui arrivent du nord de la France, une partie du sud de l'Allemagne. Et puis là, il y a le brouillard qui nous fait défaut ce matin, mais je pense qu'on est dans une des haltes migratoires les plus importantes qu'on ait sur la réserve depuis que nous travaillons ici, sur site. Ça y est, la brume s'est un peu levée. Est-ce que ça correspond à ce que tu attendais en termes de nombre d'individus ? Je pense, sans être prétentieux, qu'on est à au moins 60 000, voire x3. Voilà. C'est très rare. Ah oui, là vous êtes sur une séquence vraiment émotion. C'est la première fois, moi, depuis que je travaille ici, que je vois ça à cette époque de l'année. Mais avoir autant d'oiseaux concentrés en même temps sur le site, c'est vraiment quelque chose de très très rare. Tu dis le mot émotion, c'est vraiment celui-ci, tu le ressens comme ça, toi ? Ah ouais, puis en plus moi j'ai la chance d'aller baguer les oiseaux dans le nord. Je me dis combien il y en a que j'ai eu dans les mains tout petits qui ont fait le trajet, qui sont là, voilà, il y a toutes ces questions, il y a où est-ce qu'elles vont aller, voilà, et puis de voir tout ça réuni quelque part pour la réserve, c'est fantastique. Ça veut dire que c'est une vraie zone de quiétude pour ces oiseaux, qu'il y a plein de trucs qui se passent naturellement, et donc tant mieux, tant mieux. Pourquoi là en ce moment elles sont en train comme ça de communiquer, j'imagine, entre elles ? Oui, c'est de la communication, ça leur permet de rester en contact, surtout avec les juvéniles. Donc les oiseaux, ils émettent des fréquences en fait. Et c'est comme nous, on a tous des intonations de voix différentes, c'est pour éviter de se perdre et de se confondre au niveau des familles. Donc du coup, elles sont comme nous, il faut qu'elles restent en contact, au moins sonore. Qu'est-ce que les grues trouvent ici dans les Landes qui les pousse du coup à faire cet arrêt ici ? Ici, au niveau de la réserve, déjà, on est un petit peu l'hôtel, on va dire. C'est-à-dire qu'on a aménagé des espaces naturels pour les accueillir. On a quelques petits plans d'eau, puisque les grues dorment les pattes dans l'eau. Ah, elles dorment toujours les pattes dans l'eau ? Toujours les pattes dans l'eau. Ah ouais. Alors pour se mettre à l'abri de prédateurs éventuels. Arjuzan est aujourd'hui l'une des plus grandes concentrations de grues cendrées en Europe.
Et quand le soleil est de la partie, le spectacle devient tout simplement inoubliable. De novembre à février, la réserve propose au grand public de venir admirer matin et soir le ballet des oiseaux. Mais la demande est telle que l'on refuse du monde. Ça fait une semaine que je vis qu'avec les grues. Ici, c'est une chose. J'étais dans la Brenne il y a une dizaine de jours. C'était un tout autre spectacle, parce que c'était le soir. Et je sais pas, ça me donne des frissons à chaque fois. Le site d'Arjuzan est tellement accueillant que bon nombre de ces grues décident de ne pas continuer la migration pour hiverner dans les Landes. Alors là, je t'amène dans un endroit où on amène très peu de monde. C'est un plus petit observatoire, on est plus proche des grues. Donc il faut faire attention à ne pas faire des mouvements brusques à la lumière, pas trop de bruit. Être discret. Voilà, il faut être très discret. Nathalie, c'est une fois qu'elles sont posées qu'on prend réellement conscience de leur taille. Ce sont vraiment des grands oiseaux. Hein. Elles sont très très grandes. Elles font 1,30 m en hauteur. Donc c'est très sympa de le dire aux enfants, elles sont toujours plus grandes qu'eux. Elles font 2,40 m d'envergure. Donc ça passe pas une porte. Hein. et du coup pour un poids entre 4 et 7 kg au grand maximum. Voilà. Elles sont quand même très élégantes. Et alors, lorsqu'on peut les admirer de très près, on s'aperçoit des détails qu'on ne voit pas quand elles sont en vol, notamment au niveau des couleurs. Alors, on appelle ça la grue cendrée parce qu'elle a cette couleur gris cendré. Mais par contre, elle a aussi des taches noires et blancs. C'est marbré de noir et de blanc sur la tête. Et sur le haut de la tête, pour les adultes, il y a une tache qui est plus ou moins rouge et plus ou moins grande. En fait, c'est un endroit où elles n'ont pas de plumes. Du coup, c'est la peau. Et quand elles sont énervées et excitées, elles ont un afflux sanguin qui donne cette couleur rouge vif sur le haut de la tête, en fait. On peut dire vraiment que c'est un oiseau élégant, ils le sont tous, mais celle-ci a un petit truc en plus. Oui, alors en plus c'est un échassier, donc avec ses grandes pattes, quand elle se déplace, quand elle marche, c'est très élégant effectivement par rapport à un canard qui marche, c'est forcément un peu moins élégant. Et le côté queue en panache quand elles sont posées, c'est magnifique en fait. Qui aurait pu imaginer il y a 30 ans que cet endroit attire autant d'oiseaux migrateurs? Car avant de devenir une réserve nationale de chasse et de faune sauvage, Arjuzan fut un site industriel d'une ampleur insoupçonnée. Nous sommes dans les Landes, à Arjuzan, aux abords de la centrale de l'EDF, qui exploite le gisement de lignite le plus important de France. Ici, il y avait une mine à ciel ouvert, couplée à une centrale thermique, et donc le site servait à la production d'électricité. Pour brûler ce qu'on voit à nos pieds, ce lignite, donc une sorte de charbon qui est présent dans le sous-sol de la région d'Arjuzan. C'est ça? C'est ça, exactement. Donc là, on voit des troncs, il y a des branches, des feuilles, des fruits, donc tout un tas de végétaux qui se sont fossilisés il y a 11 millions d'années dans le bassin aquitain, et en particulier ici à Arjuzan. L'objectif, c'est de produire de l'électricité avec ce charbon, mais donc il fallait l'extraire. Et si je comprends bien, ça a eu des conséquences sur les paysages. Tout le paysage d'Arjuzan qu'on voit aujourd'hui est un paysage façonné par l'homme. Il y avait des machines, les excavatrices, ces grosses machines, les roupelles qui tournaient et qui enlevaient les sables et les argiles. La roue faisait 11 mètres de diamètre. Enfin, c'est des machines gigantesques. C'était un chantier pharaonique. Hein. Après 32 ans d'exploitation, le site ferme en 1992. Commence alors un long travail de réhabilitation. Pari gagné. Aujourd'hui, la réserve d'Arjuzan est une référence nationale en matière de renaturation. La démonstration que la nature peut, si on lui en donne l'occasion, guérir de certaines blessures. Cette reconversion réussie, comment peut-elle se mesurer ? Je pense que tout d'abord, il faut regarder autour de nous. Voilà, c'est le retour de la nature. Voilà. Tous les vides sont comblés, la végétation s'est installée et la faune, la flore a repris possession du lieu. Et en termes de chiffres, ça se mesure également ? Ah oui, alors on a des quantités importantes de différentes espèces. Il y a à peu près aujourd'hui 200 espèces d'oiseaux différentes sur le site. C'est un émerveillement quand même continuel. Ça n'arrête pas de voler, de voler. C'est fou. Hein. Ce sont des journées exceptionnelles. Hein. Quand ça se passe, effectivement, c'est très beau à vivre.
Ce sont des oiseaux qui arrivent de voyage et qui viennent rejoindre le plateau des Grues sur le sud de la réserve. Quand tout va bien, qu'il y a la belle lumière, qu'il y a ces vols, tu ressens quoi, toi, dans ces moments-là? On a à chaque fois un plaisir à redécouvrir la nature, à se laisser emporter par le plaisir de la contemplation, le plaisir d'écouter, le plaisir de s'émerveiller devant la beauté de la nature. Les Landes font partie de ces régions qui, à l'automne, connaissent une grande activité liée à un produit identitaire, l'armagnac. Pour découvrir les secrets de fabrication de cette eau-de-vie, nous partons au domaine d'Ognoas, situé à 20 km au sud de Mont-de-Marsan. Depuis quelques jours, l'alambic est en chauffe. Les 3 distillateurs du domaine se relaient jour et nuit, 24 heures sur 24, pour entretenir le feu et transformer le vin en eau-de-vie. Cet alambic, je le trouve absolument admirable. Et il date de quand? Alors, c'est le plus vieil alambic encore en fonctionnement en Gascogne, puisqu'il date de 1804. Il est inscrit au monument historique depuis 2006. Et alors, l'alambic, il a une influence sur l'armagnac qu'on va produire avec lui? Surtout celui-là, il est assez spécial. Il a 2 cuves de chauffe. La première qu'on voit ici et la seconde qui est directement au contact avec le foyer. Donc le vin, il arrive déjà un peu chaud dans la dernière cuve et ça fait cette petite spécificité. C'est la magie de l'Armagnac. La distillation, c'est un moment vraiment particulier, attendu ici dans cette région des Landes. C'est très très important. T'es comment, toi, dans les jours qui précèdent la distillation? Comme un gosse. C'est vrai? Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que tu as envie que ça, ça chauffe? On a envie que ça chauffe, on a envie de goûter, on a envie que ça se passe bien. Puis dans les derniers jours, on commence à avoir l'euphorie qui retombe parce qu'on se dit c'est passé trop vite. Le domaine d'Ognoas, c'est plus de 7 siècles d'histoire. Les terres sont cultivées depuis la création d'une seigneurie au Moyen-Âge. En 1770, une famille de négociants bayonnais, les Lormands, achète le domaine. Ce sont eux qui vont développer la production et la commercialisation de l'eau-de-vie d'Armagnac. Depuis le début du XXe siècle, le département des Landes, propriétaire des lieux, en a fait une vitrine du savoir-faire. On est un peu dans un endroit magique, puisque c'est là où se passe le vieillissement. Donc c'est là que l'Armagnac attend pour développer et va donner la plénitude de ses arômes et de ce qu'il peut donner au bout de 20, 30, 40 ou 50 ans et quelquefois plus. Est-ce qu'on sait depuis combien de temps on fabrique de l'Armagnac? Alors l'Armagnac est la plus vieille eau-de-vie de France, puisqu'elle a 700 ans d'existence. Nous avons des traces du prieur d'Éose, Vital Dufour, en 1260, qui a listé les 40 vertus de l'Armagnac, puisque c'était utilisé dans la médecine, puisque c'était un médecin. Et d'ailleurs, l'Armagnac est allé chercher au Vatican le parchemin original qui liste ces fameuses vertus de l'Armagnac, qui étaient plus miraculeuse que l'eau de Lourdes, puisque en onction sur un membre paralysé, elle redonnait vie aux membres, etc., etc. Pour toi, c'est un produit qui est porteur d'une histoire? Bien sûr. Vous pouvez goûter un millésime, un autre à une année près, on a 2 choses très différentes. Et ça, c'est une typicité armagnacaise. On n'a pas un produit standardisé du tout, mais c'est vraiment un produit de partage, de convivialité. Vous ne verrez jamais personne boire un Armagnac tout seul. C'est quelque chose qu'on partage. Et ça fait partie de l'art de vivre, non seulement à la landaise, mais l'art de vivre de la Gascogne. Si vous demandez à un Landais si l'automne est une période de premier ou second plan, il vous répondra certainement que c'est l'une des plus importantes de l'année. Il y a de nombreuses raisons à cela. Pour bien le comprendre, Éric a rendez-vous avec un personnage, un Gascon plein de vie et d'envie. Adichat, Jean. Richard, Eric. Jean Barrère pour l'état civil, mais ici, tout le monde t'appelle Louiane des Bourros. Alors, c'est quoi? C'est qui, Louiane des Bourros? Bourros, c'est le quartier ici, sur la première commune des Landes, Escalens-Sainte-Meille. Et en fait, Louiane des Bourros, parce que je suis né ici.
Mon père est né ici, mon grand-père, l'arrière-grand-père, on est tous nés sur ces terres ici de Buros. Et alors, très vite, c'est devenu Louian de Buros. C'est pas facile quand on demande quel métier tu fais, parce que tu es un peu multicarte, toi. Hein. On va dire agriculteur, c'est ce qui est le plus facile à entendre. Et puis après, éleveur de vaches de course landaise, éleveur de taureaux, éleveur de moutons landais, pour rester à la tradition. Je vois que tu regardes au sol, c'est que tu recherches quelque chose en particulier. Oui, parce qu'on est cette période-là où on est sorti du cèpe et de la girole, et les derniers champignons qu'on a à cette époque, si on peut en trouver, ça me ferait plaisir de te montrer. On les appelle les pieds de mouton. Ah, je connais pas ça. Le pied de mouton, il pousse sur cette période même jusqu'à l'hiver. Tiens, regarde, je sais pas si on n'en a pas un là. Tiens, regarde. Oh là, mais dis donc, faut le reconnaître au milieu de... Et ben, ah ouais, non, mais c'est pas évident. Alors, ce qui est intéressant après, c'est que quand tu en trouves un, moi j'ai l'habitude de planter le bâton, ça s'arrache plutôt que se couper. Et tu vois, c'est très particulier. Il n'y a pas des spores ou des lamelles dessous, c'est carrément comme des aiguilles. Regarde. Et puis alors après, ça dessine presque comme un demi-cercle. T'en as un autre ici. Ah oui, là. Voilà. Alors c'est des champignons qui sont très vite propres. On n'est pas sur une période, on n'est pas sur des zones très terreuses. Donc c'est facile à cuisiner, quoi. Il n'y a pas beaucoup de... Alors, écoute, donc en fait, ça sert à ça, le béret. Le béret, il sert à tout. Il sert à se couvrir, à saluer. Et quand tu pars aux champignons, tu as espoir, mais tu ne sais pas si effectivement tu vas le trouver. Et quand tu l'as trouvé et que tu vois après tout autour ses compagnons, c'est extraordinaire. Hein. Et ça, c'est notre vie à nous. Moi, ici, les premières fois, et quand j'y viens encore, c'est pas par hasard que je t'ai amené là. Oui, c'est que c'est mon père qui m'y a amené. Et mon père avait cette délicate attention de ne pas ramasser les champignons. Quand il nous y a amenés, on partait avec mes deux sœurs, ma mère, c'était la grande sortie. Et quand il en trouvait, il faisait... C'était pour ne pas parler, parce que dans la nature, on ne parle pas. On est discret, on se fond dans cet univers. Par contre, il fallait nous signaler, et on le savait, que dès qu'on entendait... c'est qu'il avait trouvé les champignons. On s'en sert aussi en ville, dans les grands magasins, quelquefois, quand on y va. Quand on se perd dans les rayons, pour mourir des putes, c'est grand. Hein. Eh bien, je sais que j'ai la femme là-bas, les drôles là-bas. C'est pratique. Bon là, il y a quoi? Là, il y en a pour moi. Il y en a pour toi, c'est ça. On va essayer d'en retrouver, histoire de finir quand même la cueillette. Ah, si, c'est sympathique, ça. Ouais. Chaque année, de mi-septembre à mi-novembre, la fièvre bleue s'empare de Jean. Bleu comme la couleur des palombes. La forêt où a été construite sa palombière devient alors sa résidence principale. Il y a quelle distance de galerie dans ta palombière, Jean? Ah ouais. Là, on est aujourd'hui à 600 mètres de galerie, de tunnel, comme on appelle. Et on a un projet pour l'année prochaine, 200 mètres de plus, pour compléter le dispositif. Il y a déjà des textes du XVIIIe siècle qui décrivent cette technique de la chasse au filet. Quel est le principe? Chez nous, le fusil est totalement absent. Il n'y a pas de munitions du fait de l'absence du fusil. Et on va
tout positionner sur l'astuce et la ruse. On va devenir soi-même, en l'occurrence ici, palombe, et c'est en devenant palombe. Alors, il ne me pousse pas des plumes, quand même. Mais il faut devenir celui, penser comme celui qu'on veut gruger, qu'on veut attraper. Et pour cela, on a tout un système. En premier lieu, on va mettre en haut des pins ce que l'on appelle la peau, tout simplement, qui, avec un système qui va le déséquilibrer en haut de l'arbre, va permettre de voler, imiter une palombe qui serait en migration, mais qui se pose en haut d'un pin. Commence alors la partie la plus délicate. Faire poser les palombes au sol avant de les capturer dans les filets. Comme tous les aficionados de cette chasse, Jean a son truc, attirer l'oiseau en imitant son roucoulement. Au début, évidemment, ça les inquiète. Il y en a une qui va trahir notre présence, elle va tout faire. Elle fout le camp. Et là, tu te déplaces dans ces galeries, dans ces tunnels, ou d'un peu plus loin, tu imites une autre palombe. Là, je fais plutôt une plus âgée, une qu'on respecte. Et puis après, tu fais une petite jeune. Les jeunes, alors ça, elles y sont sensibles parce que c'est leur première migration. Elles n'ont pas encore le collier blanc autour du cou. C'est à peine des petits. Et puis le mâle. Le mâle, c'est le patron, c'est lui qui s'affirme. Et quand on réunit là, une petite vieille, une jeune, une femelle, un mâle, pour peu qu'on fasse la parisienne, la parisienne, c'est celle qui nous arrive au droit des Champs-Élysées, qui a une migration directe ici en sud-ouest. Et pour la mettre au garde à vous, parce qu'en général, elles n'écoutent rien, elles savent tout, on les roucoule comme ça, les parisiennes. Et là, elles se mettent au garde à vous, elles descendent jusqu'au bout de la branche, et ça y est, enfin, elles arrivent sur le sol. Je comprends pourquoi tu as été champion de France et même champion du monde des roucoulères. Hein, c'est le Tout nom. à fait. Chanteur. Chanteur de palombe. Chanteur de palombe, Chanteur de palombe, le roucoulaïr. Oh, mais ils sont arrivés. Dis où il va, dis Eric, parce que je les connais, les pires. Et ça le toit. Mais il y a de quoi tenir un siège là. Ah, mais oui, mais ici, le maître mot, c'est la convivialité. C'est pas un poncif de dire que ces périodes dans les Landes, la palombière, c'est réellement de la convivialité, un moment d'échange entre vous, Landais. Complètement. On aspire à passer 7, des fois 8 semaines à la palombière, tout simplement pour se retrouver, alors rencontrer ceux qu'on ne voit pas le reste de l'année, c'est la famille, les amis, et même ceux qu'on ne connaît pas, on les y invite. Pour nous, c'est un point des plus importants de la saison. Tiens, allez, serre-moi, que je goûte ça. Alors, cette petite merveille. Hop, ouais, super. Ouais, attends, les uns aux autres, je vais goûter. Super. Didier, Alors, je te sers. Mes premiers pieds de mouton. Hein. Ah, tu vas nous dire, je te... Merci, Jean. Alors, en plus, très bien cuit, croquant. Merci. À peine. C'est excellent, hein. Pachi, est-ce que tu n'as pas l'impression que parfois certains écologistes caricaturent les chasseurs et que certains chasseurs caricaturent les écologistes et que finalement le terrain d'entente il est peut-être facile à trouver s'il y a connaissance, échange? On agit, le travail autour d'une palombière, c'est des mois, c'est du travail toute l'année pour une activité qui dure un petit mois. Et c'est la même chose pour d'autres formes de chasse, la chasse au canard, où il y a l'entretien des zones humides, des choses comme ça, la mise en place des plantations de haies, des cultures à gibier, des choses comme ça qui font que l'intérêt des chasseurs, c'est aussi de préserver les habitats, parce que sans habitat, il n'y a pas d'espèces. Et dans ce domaine-là, c'est aussi l'intérêt des écologistes, puisque, effectivement, on est tous pour la préservation de la biodiversité. Après, on a une approche différente dans la relation avec l'animal. Et c'est sur cette question-là qu'il faut qu'on discute, on échange et qu'on essaie de se comprendre. Ici, vous vivez au rythme des saisons. Nous, le calendrier, il n'est pas sur un carnet en papier ou sur une application sur le téléphone. Il est dans la nature autour de vous. Il est dehors. Eh oui. On sent, on écoute, on observe et on sait où on est. Bon, moi, je voudrais finir en portant un toast et puis vraiment vous remercier.
parce que finalement, vous illustrez merveilleusement une belle formule, je trouvais, qu'avait Toulouse-Lautrec. Il disait « l'automne, c'est le printemps de l'hiver ». Et avec vous, eh bien, cet automne, il est réjouissant, explosif, joyeux et convivial. Merci à vous. Mais c'est avec grand plaisir. Et s'il y a eu un Toulouse-Lautrec, on ira voir le match revanche.